Merci Éric Baillet et surtout merci à la Ligue marocaine de la lutte contre le diabète, à l'Université Mohamed VI pour cette chaleureuse invitation qui nous permet de venir dans ce lieu qui symbolise véritablement la rencontre des Afriques autour de la science. C'est un plaisir particulier de pouvoir donc discuter de la diabétologie, des études scientifiques en diabétologie, de la validité et la fiabilité. Heureusement que j'ai eu mon prédécesseur pour couvrir les principales études de la diabétologie en cours et celles dont les résultats récents sont en train de façonner façonner notre approche, notre vision du diabète. Je vais donc me contenter de regarder les choses, je dirais peut-être un peu de façon philosophique. Quels sont les enjeux de la diabétologie actuelle? De quelles évidences est-ce qu'on dispose? Et discuter un petit peu de validité contextuelle. En termes d'enjeux, clairement, on a un objectif de compréhension, comprendre l'éthiopathogénie des diabètes pour pouvoir mieux les prendre en charge, agir par l'optimisation thérapeutique. On a souvent pensé à l'optimisation glycémique, on va en parler. Et puis, cibler la réduction de la morbimortalité et après tout, avant tout, améliorer la qualité de vie, ce qui veut dire innover par des approches d'amélioration des comportements et des améliorations sociétales pour la prévention et la prise en charge du diabète. En ce qui concerne les enjeux éthiopathogéniques, la question finalement c'est comment est-ce qu'on devient diabétique et pourquoi est-ce qu'on devient diabétique, quelles sont les cibles potentielles et quel est le rôle de la glycémie. Alors moi, je ne vais pas être de ceux qui pensent comme Voltaire que les médecins prescrivent des médicaments dont ils savent peu pour soigner des maladies dont ils savent encore moins. Et chez des êtres humains dont ils ne savent rien du tout, je vais plutôt me situer dans la lignée de Claude Bernard, grâce à qui on comprend mieux comment les choses se passent. Et alors en diabétologie, depuis les études de Chris Weyer publiées en 1999, on sait comment interagissent l'insulinopénie et l'insulinorésistance pour la survenue du diabète. Mais on sait également depuis un peu plus récemment qu'au-delà de ces 2 ou 3 principaux acteurs, on en est au moins à 12 acteurs qui interviennent dans l'éthiopathogénie du diabète et donc autant de cibles thérapeutiques potentielles. Mais bien plus, avec les instruments dont la science nous gratifie, on a la possibilité de comprendre un peu plus les mécanismes en allant avec les omiques, en allant de la génomique jusqu'à la protéomique, la métabolomique et la phénomique, tout ce qu'on peut imaginer, ce qui veut dire que l'on se retrouve en fait face à une surabondance de données, qu'il va falloir pouvoir interpréter, mais dans un contexte où aussi, sur notre continent en particulier, il y a sur plusieurs pans de cette diabétologie une carence de données. Donc c'est finalement une confrontation entre la surabondance de données à interpréter et la carence de données contextuelles bien spécifiques ciblées. Au milieu de tout ça, il y a un acteur qui perturbe, la glycémie, dont on sait depuis longtemps qu'elle est associée aux complications du diabète, mais dont on s'est toujours posé la question de savoir si de la normaliser permettait de réduire ou d'annuler le risque qui y est associé. Il y a les enjeux pharmacologiques parce que la réponse à cela, c'est de développer des médicaments et au cours des 20 dernières années, il y a eu une foultitude de nouveaux développements de médicaments. Il faut savoir quoi en faire, il faut savoir quoi en comprendre, quels bénéfices on peut en tirer et quel risque éventuel y est associé. Mais on sait avec l'UKPDS que beaucoup de ces traitements ont des limites, notamment en rapport avec l'épuisement de l'effet thérapeutique. Est-ce que c'est un épuisement de la cellule bêta? Ce n'est pas très clair, mais en tout cas, un épuisement de l'effet thérapeutique qu'il va falloir comprendre. Donc, au milieu de tout ça,
Quelques évidences sont apparues au cours des 2 dernières décennies des 2 à 3 dernières décennies qui permettent d'avoir un abord un peu plus confiant de la diabétologie. On sait par exemple depuis 1993 avec l'étude DCCT que chez le patient diabétique de type 1, l'optimisation, l'intensification du contrôle glycémique est associée à une réduction significative des complications microvasculaires du diabète. Mais que cette intensification s'associe à un événement qui est difficile à gérer, c'est l'hypoglycémie. Donc on a plus on intensifie, plus on a des hypoglycémies. C'est pour ça que l'on arrive au concept qui nous vient de chez les mathématiciens, le concept d'optimisation. La diabétologie aujourd'hui se pose la question d'optimisation glycémique, parce qu'optimiser, c'est essayer d'atteindre des résultats en dépit de contraintes auxquelles on est confronté. Donc, dans le cas du diabète, de la glycémie, c'est intensifier le contrôle glycémique en dépit du risque d'hypoglycémie. Dans le diabète de type 2, c'est depuis l'UKPDS qu'on sait que d'intensifier le contrôle glycémique permet de réduire les complications microvasculaires. Et avec les études post-UKPDS et toutes les autres études post-intervention, on sait maintenant le phénomène de mémoire glycémique et donc de la constitution du fardeau métabolique délétère qui va présider à la survenue des complications, raison pour laquelle il faut intervenir tôt, mais au début des années 2000, au moment où on a les résultats de l'UKPDS, les recommandations disent qu'il faut aller à moins de 7% de l'hémoglobine glyquée, alors qu'on n'a pas encore les évidences pour ces niveaux glycémiques, d'où les études qui visaient à se poser la question, à répondre à la question de savoir si on pouvait et si on devait baisser l'hémoglobine glyquée jusqu'à ces seuils qui apparaissaient déjà dans les recommandations. Et donc le principe de ces essais d'intervention, c'est de comparer des stratégies intensives, soit par rapport aux objectifs, soit par rapport à la stratégie, à des interventions conventionnelles sur les complications vasculaires du diabète. Et ces grands essais d'intervention, on les connaît, je ne vais pas revenir là-dessus, mon prédécesseur en a longuement parlé, mais on comprend que c'est clairement à partir de l'année 2008, le fameux congrès de l'ADA de l'année 2008, où on a vu apparaître les premiers résultats qui, clairement, ont dit la réponse à cette question n'est pas simple. Avec l'étude ACCORD et VADT, intensifier le contrôle glycémique a montré une tendance plutôt à majorer la mortalité cardiovasculaire, ce qui n'était pas le cas dans l'étude ADVANCE, qui est également publiée la même année. Et donc la diabétologie est confrontée à sa question principale encore de savoir la glycémie, qu'est-ce qu'on en fait et jusqu'où et pour quels résultats. Il y a en même temps l'épisode Nissen avec la revue sur la rosiglitazone et tout cela réuni amène la FDA à dire finalement, puisque les patients diabétiques, 75% meurent de causes cardiovasculaires et puisqu'on tend à avoir des soucis cardiovasculaires avec certaines stratégies, finalement, pour être un bon antidiabétique, il faut montrer patte blanche sur le plan cardiovasculaire et ça va donner lieu à une multitude d'études qui ont été élégamment présentées par mon prédécesseur. Je n'y reviendrai donc pas. C'était quelques designs d'études pour montrer les moyens colossaux qui sont mis en diabétologie pour dire qu'un médicament est indemne d'effets secondaires ou de majoration de la mortalité cardiovasculaire. Je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, on n'a peut-être pas assez parlé de cette approche Sténo 2, qui est l'approche multifactorielle, qui est la diabétologie telle qu'on la connaît, telle qu'on aimerait la pratiquer, une diabétologie qui s'intéresse à tous les facteurs de progression des complications. Et cette étude a montré élégamment une réduction de 53% du risque de complications, d'événements cardiovasculaires. Le post-Sténo 2 nous confirme cela.
On peut donc résumer en disant que on est parti d'une situation où on ne savait pas grand-chose pour en 93 savoir que c'était bien d'intensifier le contrôle glycémique chez le type 1, en 98 de le savoir chez le diabétique de type 2 nouvellement diagnostiqué, puis avoir des doutes sur le plan macrovasculaire, un embryon de réponse et une perturbation dans les années 2008 et désormais, de plus en plus, des évidences que on peut contrôler la glycémie, on peut optimiser sans majorer le risque cardiovasculaire et qu'il reste encore beaucoup à faire pour prendre en charge le risque cardiovasculaire résiduel chez le patient diabétique. Et donc, mes quelques diapositives de discussion, ce sera finalement de nous rappeler qu'on a tous ces acteurs dans les enjeux, le contrôle glycémique, la prédisposition, les facteurs de risque, le diagnostic tardif, et une question que je n'ai pas abordée, l'observance. Parce qu'on va savoir tout ça, mais comment est-ce qu'on fait prendre à nos patients ces médicaments qu'on aura évalués et dont on dit qu'ils sont fantastiques? Sur le plan de l'éthiopathogénie, les approches génome entier, les approches omiques permettent d'identifier un certain nombre de gènes qui, jusque-là, ne parviennent pas à expliquer plus de 3 ou 5% de la prédisposition au diabète de type 2. Ce que l'on pourra dire quand même, c'est que la majorité de ces gènes, on arrive à répliquer les observations dans les populations africaines, quelle que soit l'origine géographique sur le continent africain, on va dire affaire à suivre. Il y a une autre question, c'est celle de la localisation du tissu adipeux. Quand on regarde sur le plan éthiopathogénique les populations africaines en allant du nord au sud ou de l'est à l'ouest et en faisant des coupes de scanner, on voit très bien que les mesures de l'adiposité vont nécessiter une révision en fonction des groupes ethniques. Ça, c'est juste quelques données au Cameroun, par exemple, pour montrer que l'homme et la femme ne semblent pas, entre guillemets, égaux vis-à-vis de certains marqueurs de l'association entre l'adiposité et le risque de diabète. Sur le plan de l'évolution de la fonction de la cellule bêta chez des subsahariens, on démontre également que sur le temps, on en perd, comme dans les études menées en Occident. Donc, finalement, la question, ce sera, le temps il est achevé, donc on va s'arrêter bientôt, ce sera de continuer de faire attention à cette nouvelle maladie qui est la glucocentricité. Cette maladie selon laquelle, bref, cette pensée irrationnelle, c'est une diapo de Ele Ferragnini, selon laquelle baisser la glycémie permettrait de régler absolument tous les problèmes qui sont en rapport avec le diabète. Donc, optimiser la glycémie, certainement, c'est faisable. Certainement, ça apporte des bénéfices en fonction de la stratégie. Quelle serait la bonne seconde ligne? La question reste ouverte en fonction de ce que vont nous apporter les nouvelles études. La réponse reste donc toujours l'approche personnalisée, c'est-à-dire qu'on va être toujours obligé de faire la médecine pour nos patients. Et bien sûr, je conclurai là-dessus, bien qu'on ait l'abondance ou la surabondance de données, on aura besoin de plus de données ciblées, de plus de collaboration, de plus d'innovation. Et je ne pouvais pas terminer sans mettre ces images pour dire merci à ceux qui ont fait les efforts pour que l'on dispose de ce carrefour où peuvent être développées les données scientifiques ciblées qui vont permettre justement de répondre avec fiabilité aux questions spécifiques de la diabétologie africaine. Je vous remercie.